Le conflit entre les États-Unis et l'Europe s'aggrave. Les États-Unis annoncent leur retrait, et Trump accentue la pression sur l'Europe. Certains affirment que l'alliance transatlantique est finie. Examinons ce sujet de plus près dès maintenant. L'alliance transatlantique entre l'Europe et les États-Unis est rompue. Ce n'est pas seulement mon avis. Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, observe que l'alliance transatlantique entre l'Europe et les États-Unis est brisée et que l'application de l'article 5 de l'OTAN n'est même plus garantie. Actuellement, l'Europe semble très inquiète d'être abandonnée par les États-Unis. L'administration Trump a annoncé une nouvelle stratégie de sécurité nationale le 5 décembre dernier. Et il y avait des éléments dans cette stratégie qui pouvaient fortement irriter l'Europe. Dans cette stratégie de l'administration Trump, la politique de sécurité européenne a été vivement critiquée. CNN a méprisé l'Europe en critiquant et soulignant le plan de sécurité européen. Il était prévu que la population de certains pays de l'OTAN deviendrait majoritairement non européenne, rendant ces pays méconnaissables et dépendants de l'alliance américaine en moins de 20 ans. Il a été suggéré de soutenir des partis d'extrême droite opposés à l'immigration, comme l'AfD en Allemagne ou le Parti réformiste au Royaume-Uni, pour s'opposer au système actuel de l'Union européenne. L'administration Trump considérait la montée des partis patriotiques européens comme un signe d'optimisme et pensait que les États-Unis devaient en soutenir les forces opposées à l'immigration et favorisant le nationalisme en Europe pour encourager la résistance sur le continent. Certains affirmaient même que des pays européens n'étaient plus viables. La pression américaine sur l'Europe ne s'est pas limitée aux documents stratégiques. Le président Trump a aussi critiqué directement l'Europe. Le président Trump a déclaré dans une interview avec Politico qu'en voyant les dirigeants politiques européens, il les trouvait faibles et pensait qu'ils voulaient être trop politiquement corrects. Il a aussi souligné qu'il semblait perdu, l'Europe étant désorientée dans ses politiques migratoires et commerciales, et affaiblie par le politiquement correct. Le président Trump a vivement critiqué l'Europe. Il a également réaffirmé, comme cela avait été mentionné dans la stratégie de sécurité nationale expliquée précédemment, son intention de soutenir les candidats politiques européens, dont l'orientation politique est similaire à la sienne. Alors que le président Trump critique l'Europe et évoque la disparition de la civilisation, l'Union européenne a réagi vivement. Antonio Cossutta, président permanent du Conseil européen, a critiqué le président Trump, affirmant qu'un allié ne doit pas interférer ni menacer un autre allié. Il a également souligné que l'Europe et les États-Unis doivent agir en tant qu'alliés, critiquant ouvertement les propos du président Trump. Johann Badpul, ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, a rejeté l'idée que l'Allemagne ait besoin de conseils d'un autre pays. Récemment, l'Union européenne a sanctionné X d'une amende de 20 milliards de won pour non-respect des règles de transparence et de contenu. En conséquence, le conflit entre les États-Unis et l'Europe semble s'intensifier davantage. L'Union européenne poursuit ses enquêtes sur Meta, Google et Apple, accentuant la pression sur les géants technologiques. Il semble donc que les États-Unis s'y préparent aussi. Les États-Unis protestent, affirmant devoir mobiliser tous leurs moyens face à ces mesures injustes. Le bureau du représentant américain au commerce précise que la loi américaine autorise l'imposition de frais ou mesures restrictives sur les services étrangers si besoin. Il cite pendant même directement de grandes entreprises européennes comme Accenture, DHM Mistral, Siemens et Spotify. Et ils montrent également qu'ils passent à l'action. Les États-Unis ont même suspendu la mise en œuvre de l'accord de prospérité technologique avec le Royaume-Uni, d'une valeur de 59 000 milliards de won. Cet accord concerne la coopération dans des domaines comme l'intelligence artificielle, où des entreprises technologiques américaines telles que Microsoft et Google investissent au Royaume-Uni. Cependant, lorsque le Royaume-Uni a décidé d'imposer une taxe sur les services numériques équivalente à 2% du chiffre d'affaires des entreprises technologiques américaines, les États-Unis ont interrompu toute discussion à ce sujet. Les États-Unis devraient bientôt largement revoir leur stratégie militaire. À Washington, il est envisagé de fusionner plusieurs commandements régionaux de l'armée américaine, notamment les commandements central, européens et africains, en un commandement international unique. Cela est interprété comme une mesure soutenant la stratégie de l'administration Trump, qui consiste à réduire ou à réaffecter les ressources et les capacités des forces américaines dispersées au Moyen-Orient et en Europe, et à se concentrer plutôt sur l'expansion des opérations militaires centrées sur le continent américain et la région des Amériques. Les États-Unis montrent ainsi, à travers la réorganisation de leurs structures militaires, qu'ils ne souhaitent plus maintenir leur rôle de puissance hégémonique, gérant le monde entier simultanément, mais qu'ils vont plutôt choisir et se concentrer sur les régions directement liées à leur propre sécurité nationale. L'Europe subit indéniablement le plus grand choc dans cette dynamique. Il est déjà connu que les États-Unis ont transmis des exigences très concrètes à l'Europe, à savoir que d'ici 2027, l'Europe devra assumer elle-même la majeure partie des capacités de défense conventionnelles de l'OTAN. Selon Reuters,
Citant des sources, dont des responsables américains, le département de la Défense a affirmé cette position lors d'une réunion à huis clos avec la délégation européenne à Washington District of Columbia. Les États-Unis avertissent que si l'Europe n'atteint pas l'objectif d'ici 2027, il pourrait quitter les principaux mécanismes de coordination de la défense de l'OTAN, comme la planification militaire ou la gestion des effectifs. Cela peut sembler, formellement, être un simple ajustement des rôles au sein de l'Alliance, mais en réalité, cela s'apparente davantage à une notification selon laquelle les États-Unis pourraient abandonner leur leadership dans la défense de l'Europe. Bien sûr, il est vrai que les pays européens ont récemment augmenté leur budget de défense, élargi leur production d'armes et accéléré leur réarmement. Mais en réalité, contrairement à une simulation ou à un jeu, il faudra beaucoup de temps pour mettre en place un système de production militaire et renforcer les capacités opérationnelles des forces armées. En Europe, on considère qu'assurer totalement la défense conventionnelle d'ici 2027 est quasi impossible, malgré la position claire des États-Unis. Si le centre de gravité de la puissance conventionnelle de l'OTAN venait réellement à passer des États-Unis à l'Europe, il y aurait de fortes chances que l'ordre de l'Alliance, dirigé par les États-Unis depuis des décennies après la guerre, change fondamentalement. Dans le même temps, ce mouvement pourrait être considéré comme un événement symbolisant la transition vers ce qu'on appelle le néo-isolationnisme, montrant que les États-Unis ne souhaitent plus jouer le rôle de garant ultime de la sécurité mondiale. Au final, la question que beaucoup de gens se posent est la suivante. Alors, que peut faire l'Europe maintenant? Pour être franc, l'Europe n'en est pas à un stade où elle peut choisir quoi que ce soit, mais plutôt à un stade où elle doit simplement tenir bon. Tout d'abord, la création d'une armée commune de l'Union européenne, qui est souvent mentionnée, fait l'objet de discussions répétées depuis des dizaines d'années, mais il n'y a pratiquement aucun progrès réel. La raison en est que la perception de la menace varie complètement d'un pays européen à l'autre. L'Est de l'Europe voit la Russie comme la principale menace. Le Sud s'inquiète surtout de l'immigration et de la sécurité liée à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, tandis que l'Ouest privilégie la stabilité économique et sociale. Ces divergences rendent un commandement militaire unifié très difficile. À cela s'ajoute le fait que l'industrie de la défense est également fragmentée selon les pays, ce qui rend difficile la standardisation des armes ou la production de masse. Même si, en temps de paix, on s'accorde sur la nécessité d'une intégration militaire, une fois la crise passée, chaque pays retourne à sa propre stratégie, et ce schéma se répète. En Allemagne, le problème est encore plus évident. L'Allemagne, au centre économique de l'Europe, doit rester prudente sur le leadership militaire pour des raisons historiques. Son gouvernement de coalition complique les décisions de défense, tandis que les questions migratoires pèsent en interne. De nombreux pays européens font face à des problèmes de sécurité et d'intégration après l'arrivée massive d'immigrants, limitant leur action politique en défense et diplomatie. La situation économique complique aussi le choix d'une voie indépendante. Avec la combinaison de la forte inflation, de la faible croissance et du fardeau des coûts énergétiques, il n'est plus possible, comme par le passé, d'augmenter la puissance militaire par des investissements budgétaires agressifs. L'augmentation du budget de la défense conduit immédiatement à une réduction du bien-être social et à des problèmes fiscaux, ce qui suscite une opposition interne. Le renforcement de la puissance militaire ne progresse pas aussi rapidement que les déclarations le laissent entendre. Le manque de personnel, les limites de la capacité de production d'armement et l'atmosphère sociale habituée à une longue période de paix rendent difficile une augmentation rapide de la puissance militaire à court terme. Compte tenu de ces conditions, l'Europe ne peut combler le vide laissé par les États-Unis et manque actuellement de préparation politique, économique et militaire pour prétendre à une autonomie stratégique. La Russie observe la situation avec calme et calcul. Plus le conflit États-Unis-Europe grandit, plus la Russie élargit sa position stratégique sans tirer un seul coup de feu. La situation actuelle évolue de telle sorte que l'Occident se divise de lui-même, même sans que la Russie n'intervienne directement, et Kremlin ne manque pas de saisir cette dynamique. La Russie a rapidement réagi à la publication du nouveau document sur la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, une réaction particulièrement significative. Le gouvernement russe a affirmé que ce document reflétait largement sa perception et s'est déclaré satisfait, une situation rare depuis la fin de la guerre froide, au moment où les États-Unis ne considèrent plus l'Europe comme une alliance solide, mais plutôt comme un espace instable et politiquement peu fiable. La Russie acquiert la conviction que sa théorie de la division de l'Occident, qu'elle soutient depuis longtemps, est en train de devenir une réalité. En particulier, le fait que les États-Unis soulèvent ouvertement des problèmes concernant la situation politique et le système de valeurs de l'Europe, et expriment même leur soutien à certaines forces politiques au sein de l'Europe, crée, du point de vue russe, un environnement des plus idéaux. En effet, la Russie a cherché, pendant des années, à affaiblir le régime de sanctions, en mettant en avant les divisions internes de l'Europe. Et désormais, ces divisions s'accélèrent, sous l'effet des signaux venus de Washington. Plus les États-Unis et l'Europe divergent sur le soutien à l'Ukraine et l'ordre post-guerre, plus la Russie trouve des raisons de briser son isolement diplomatique et le réalisme progresse chez les Européens lassés des sanctions. Le Kremlin a salué la nouvelle stratégie du département d'État américain, exprimant ainsi sa confiance croissante que l'ordre international n'évolue plus seulement au détriment de la Russie. Au moment où la voix unie de l'Occident disparaît,
La Russie se retrouve dans une position bien plus avantageuse à la table des négociations, et elle a alors la possibilité de concevoir la fin de la guerre à un niveau qu'elle peut supporter. Au final, plus les États-Unis et l'Europe se lancent carrément des paroles de méfiance l'un envers l'autre, plus la Russie élargit silencieusement cet écart et reprend son souffle sur la scène internationale. Que pensez-vous du conflit États-Unis-Europe ? Donnez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.